Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Pour nous accompagner durant ce journal, Rivo Malala Rakotonjavelo, secrétaire départemental du SNIPP Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous ce soir, Patrice Dubreuil, éducateur à la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors vous représentez deux secteurs d'activité différents, mais ce soir vous avez un point commun, c'est la grève. Nous reviendrons sur vos mouvements respectifs au cours de ce journal, mais d'abord voici les titres de ce jeudi 23 avril. Deuxième jour de grève pour les salariés de la Smart et l'intersyndicale. Si pour les premiers, rien n'est encore réglé, pour les autres, le conflit s'apaise enfin. Toutes les explications dans ce journal. Aujourd'hui, c'était aussi au tour des salariés d'Orange de se mettre en grève. Après des mois de requêtes lancées autour de leurs conditions de salaire, ils dénoncent le silence de leur direction. Les élèves du lycée Younoussa Bamana ont découvert les métiers de la santé aujourd'hui lors d'une conférence débat. Une bonne manière de susciter des vocations chez ces jeunes Mahorais. Reportage à la fin de cette édition. Et pour commencer cette édition, les rebondissements dans la visite à Mayotte de Georges-Paul Angevin, la ministre des Outre-mer. Ce matin, la préfecture a annoncé un report et hier soir, en effet, elle n'avait pas pu décoller de l'aéroport d'Orly pour cause de problèmes techniques. La ministre a finalement pris un autre vol et s'est rendue directement à La Réunion, étape prévue dans son parcours. Dans l'après-midi, sa visite à Mayotte a finalement été officialisée à nouveau. Georges-Paul Angevin sera sur notre territoire demain à partir de 15 h. Elle rencontrera comme prévu le président du conseil départemental et se rendra à Chirongui samedi matin. Nous y reviendrons dans le détail au cours de notre édition de demain soir. Et malgré le report de la visite ministérielle, les grèves continuent. L'intersyndicale, à l'instar des salariés de la Smart, a choisi l'option opération coup de poing. Tantôt ce matin, les manifestants été ainsi déployés sur le rond-point de Doujani. La circulation a été fortement perturbée pendant 2 à 3 heures. Ils se sont ensuite rendus place de la République pour communiquer une bonne nouvelle tombée au cours de la matinée. Les choses avancent dans le bon sens, pour la clause de revoyure sur l'indexation des salaires. Des explications avec Camille Leca et Leslie Vimné. Les automobilistes commencent à avoir l'habitude. Comme hier matin, ils sont coincés dans des embouteillages infernaux à Mamoudzou. Cette fois, pour leur deuxième jour de mobilisation, c'est l'intersyndicale qui s'est installée sur un rond-point à l'entrée de Mamoudzou. Les voitures passent encore, mais au compte-gouttes. Et même si la visite de la ministre des Outre-mer est reportée, les manifestants sont toujours aussi déterminés. Donc c'était vraiment un jour important pour nous aujourd'hui d'avoir la ministre en face de nous pour pouvoir discuter et peut-être avoir des réponses. Le fait qu'elle ne soit pas venue, effectivement, c'est problématique, à la fois pour nous que pour les autorités à qui on est en face. Donc il a été convenu à ce qu'on se retrouve ici aujourd'hui pour accueillir la ministre. Elle ne vient pas. On va se faire entendre d'une manière ou d'une autre. La circulation redevient peu à peu normale sur les coups de 10 heures. Le cortège de l'intersyndicale prend alors le chemin de la place de la République. Plus d'une centaine de manifestants sont rassemblés et parmi eux les grévistes de la fonction publique hospitalière. Au-delà du combat pour l'indexation qu'ils soutiennent, ils ont rejoint les rangs de la mobilisation pour dénoncer des conditions de travail toujours plus difficiles. Nous sommes actuellement en difficulté au centre hospitalier par rapport aux conditions de travail qui sont liées à la population en fait, qu'on gère au centre hospitalier de Mayotte. Nous, syndicats, nous pensons qu'aujourd'hui les moyens mis à disposition du CHM ne sont pas suffisants pour pouvoir prendre en charge correctement et les patients et la population mahoraise et ces patients qui viennent dans des situations très difficiles et très complexes et qu'il faut également prendre en charge au centre hospitalier de Mayotte. Une partie des grévistes s'est aussi rendue à la préfecture ce matin et une bonne nouvelle a été apportée par les services de l'État. La ministre de la fonction publique, Marie-Lise Lebranchu, a mandaté Georges-Paul Angevin, ministre des Outre-mer, afin d'établir un calendrier de travail. Plusieurs réunions regroupant les différentes représentations syndicales vont être organisées pour préparer le contenu de la clause de revoyure. Une date butoir a été fixée hier au 29 septembre prochain. Les syndicalistes sont rassurés. Donc aujourd'hui, le gouvernement revient
sur la table des négociations pour négocier et pour arriver à aboutir à quelque chose de pérenne, quelque chose de consistant. La grève a donc été levée en fin de matinée. Les premières réunions de travail devraient être programmées dès la semaine prochaine par la préfecture de Mayotte. Reste à définir toutes les thématiques à aborder et elles sont nombreuses. Alors Ivo Malala, je me tourne vers vous, des thématiques nombreuses à aborder. Est-ce que de votre côté, cette nouvelle est-elle bonne ? Il a fallu malheureusement faire descendre les gens dans la rue pour obtenir ces quelques éléments. Bon, dans le sens où effectivement on a fait évoluer les choses, mais nous restons quand même vigilants. Nous souhaitons voir très rapidement le programme, le calendrier, ce qu'on nous propose et effectivement aller dans ces réunions qui seront organisées sur place en espérant qu'on ne nous fasse pas attendre encore perpète les oies. Et nous espérons véritablement que les 3 thèmes énoncés pendant le mouvement de grève soient abordés, notamment le taux de l'indexation, la prise en compte de l'ancienneté générale de service des ex-fonctionnaires de la CDM, ainsi que tout ce qui est dispositif indemnitaire. Alors vous avez été rejoint par d'autres corps également, hein. Mais il me semble que ces 3 points concernent l'ensemble de la fonction publique et l'intersyndicale au départ a lancé l'appel à l'endroit de tous les agents publics. Donc oui, on a un peu avancé, on espère aboutir à de vraies négociations, mais effectivement il faudrait dans un premier temps, on nous a dit ça pour la semaine prochaine, qu'on nous donne tout le calendrier et qu'on se mette à travailler. Et c'est là où, effectivement, on verra si c'est quelque chose qui peut aboutir à quelque chose de bien. Mais nous savons pertinemment, enfin, nous avons en tout cas l'expérience là-dessus. Et si rien ne se fait ou ça se fait dans de façon manignée, nous savons qu'il y a un Premier ministre qui va venir ici. En tout cas, s'il ne s'amuse pas avec nous comme ce fut le cas aujourd'hui. Mais c'était reporté quand même. Comment la visite aura lieu quand même. Hein. Ben, on espère tous et on souhaite que ça ait lieu, mais si il s'avère qu'on est en train de nous faire tourner en rond, ben, on saura aussi comment tourner en rond sur les ronds-points. Alors, des réunions se préparent. Est-ce que du côté des syndicats, on a prévu également de travailler ensemble ou alors chacun va revendiquer de son côté? Non, je pense que nous avons une intersyndicale qui a fonctionné, qui a bien fonctionné malgré les divergences de vues, mais nous allons dans le même sens et nous avons les mêmes idées et en espérant que effectivement le problème c'est en face de nous, c'est l'État qui déjà a des difficultés à reconnaître ou accepter les négociations. Donc on va essayer de jouer avec ça d'abord. C'est ça le plus important. Alors, et dans les rangs de la manifestation intersyndicale, il y avait aussi des agents de la protection judiciaire de la jeunesse. Leur mouvement de grève débuté hier vise à alerter sur les conditions de travail. Selon eux, la charge est trop importante pour le nombre de dossiers et de jeunes à prendre en charge. Ils ont rencontré le président du tribunal de grande instance de Mamoudzou et espèrent maintenant que leurs revendications seront relayées au ministère de la Justice. Je vous propose d'écouter les explications de Salima Saindou, éducatrice à la PJJ, au micro d'Abbas Alidi. Ce qui manque, c'est les moyens humains. Parce qu'on a quand même 16 contractuels, c'est un nombre énorme par rapport à la métropole. Donc il y a des fonctionnaires de l'État, les conditions ne sont pas attractives, donc les gens ne viennent pas à Mayotte. D'autant plus que sur les contrats, ce qui est écrit dans les contrats, ce n'est pas respecté. Nos droits ne sont pas respectés. C'est les droits fondamentaux qui ne sont pas respectés. Le respect des contrats, des arrêtés, nos indemnités, on n'a pas d'indemnités, ou certains en ont. En tout cas, c'est les mêmes fonctionnaires, on a les mêmes statuts, le même travail et le traitement salarial est différent.
Alors Patrice Dubreuil, vous êtes éducateur à la PJJ, donc expliquez-nous un petit peu quel est le rôle exactement de cette protection judiciaire de la jeunesse. Nous, notre rôle, c'est de travailler avec les magistrats, puisque tous les jeunes qui sont placés ou qui sont suivis par notre service sont vus devant un magistrat, et il y a une ordonnance de placement ou une ordonnance qui tombe au niveau d'un suivi éducatif. Donc notre rôle est de faire le travail qui nous est demandé et qui est demandé par la juge. Alors au quotidien, que fait un éducateur face à ces jeunes? Alors l'éducateur au quotidien, il est là déjà pour regarder et surveiller que le travail qui est demandé par le magistrat soit bien réalisé. Voir également et accompagner, faire les inscriptions au niveau de la scolarité, car nous avons beaucoup de jeunes qui abandonnent la scolarité, donc nous sommes amenés à aller vers le rectorat pour pouvoir faire une réinscription au niveau du collège, pour que le gamin puisse suivre des études normalement, comme tout enfant de famille. Alors ces jeunes, est-ce que vous avez des chiffres, combien de jeunes sont suivis et combien d'éducateurs justement, puisque vous parlez de problèmes de prise en charge? Eh bien c'est simple, en 2014, nous avions 543 jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. Mais 543 jeunes ne veut pas dire que c'est un seul dossier, puisqu'il y a plusieurs mesures qui peuvent être nommées pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a plusieurs bêtises qui ont été commises. Donc chaque fois, il y a une nouvelle mesure qui est ordonnée par le magistrat. Et également, l'éducateur, son rôle, c'est de faire le travail et suivre bien comme il faut au niveau des mesures. Alors quand vous parlez de conditions de travail difficiles, quelles sont-elles? Eh bien, les conditions sont difficiles au niveau de la surcharge de travail que l'on peut rencontrer, puisque quand actuellement nous avons quand même 4 membres du personnel qui sont en longue maladie, donc les mesures et les suivis de ces jeunes, eh bien, ils sont automatiquement redistribués à d'autres personnes. On a été obligé d'embaucher des contractuels pour pouvoir subvenir et arriver à combler le manque de moyens humains pour pouvoir faire notre travail comme il faut. Alors ces jeunes qui sont placés, est-ce que ce sont des jeunes pour lesquels il n'y a plus d'autres solutions? Et de quel âge à quel âge ont-ils... Non, il y a toujours des solutions qui peuvent être trouvées auprès des magistrats et avec les jeunes. Les jeunes, ils sont suivis chez nous à partir de 13 ans. Alors, Rivon, on le voit, des revendications communes, des conditions de travail difficiles. Il me semble que il s'agit bien là du ministère de la Justice, de la fonction publique de l'État. Et si j'ai bien compris les revendications, respect des contrats, inégalité de traitement entre les agents, conditions de travail. Mais je suis tenté de dire qu'effectivement, on pleure pour l'éducation nationale, mais d'autres qui s'occupent des jeunes en situation aussi difficile, les agents ont autant de difficultés. Je pense effectivement que... du côté des agents, on essaie de bouger, mais la volonté des responsables n'y est pas. Alors, vous avez prévu de continuer votre mouvement de grève ou alors Notre mouvement sera suspendu demain, mais il y a un préavis qui est reposé à partir de mardi 28. Et dans ce laps de temps, nous espérons avoir au moins des liens et des contacts avec notre hiérarchie déjà directe et notre hiérarchie indirecte, c'est-à-dire sur Paris, pour pouvoir arriver à avancer sur les dossiers que nous réclamons. Comme a pu le dire ma collègue tout à l'heure, c'est le respect des contrats. Quand on voit qu'il y a des contrats qui sont signés par l'administration et les agents, et ce qui est écrit dessus, c'est-à-dire l'indexation avec l'aide au logement, elle n'est pas versée, ce n'est quand même pas normal qu'une administration telle que le ministère de la Justice, je répète, ne puisse pas honorer le contrat qui est signé entre les deux parties.
Alors on continue avec un autre mouvement de grève, celui de la Smart, qui a été reconduit. Les salariés ont à nouveau bloqué le rond-point de Longoni ce matin, malgré une réunion qui s'est tenue hier au conseil départemental avec Idanel et le conseil du port. Les négociations sont toujours au point mort et les grévistes sont toujours aussi déterminés dans leur combat. Sur le barrage aujourd'hui, une des actionnaires de la Smart s'est même joint à la mobilisation. Reportage Camille Leca, Nourdine Abdourahim et Fred Souleymana. La place au Maoré. On a milité pendant 45 ans. Maintenant, c'est pas aux riches de nous mettre dans la poubelle. Au deuxième jour de blocage et après une nuit passée aux abords du rond-point, les 200 grévistes de la Smart ont encore de l'énergie de se battre, avec les mêmes ordres de bataille, la sauvegarde de leur emploi et le maintien dans le paysage économique du port d'une entreprise mahoraise vieille de plus de 30 ans. Des décennies de dur labeur qui manquent aujourd'hui de reconnaissance selon les plus anciens salariés. À l'époque, la société de manutention s'appelait Skocom et je suis là aujourd'hui pour en parler. Nous faisions partie de ces dockers qui déchargeaient toutes les marchandises en les portant sur nos épaules. À cette époque, il n'y avait pas encore des grues. On nous chargeait les caisses sur nos épaules et on les portait jusqu'à chez Balou pour les décharger. C'est grâce à nous aujourd'hui que les choses commencent à aller mieux, qu'on voit un peu le bout du tunnel. Mais les patrons sont là juste pour nous détruire et nous exploiter. Après des mois de rebondissement, un dialogue de sources est installé, chacun affirmant sa légitimité. Concernant la volonté d'Idanel d'ouvrir les activités à la concurrence, Arlette Henry, actionnaire de l'entreprise, qui a rejoint la mobilisation des salariés, émet de sérieux doutes. Nous faisons de la manutention, Madame Nel, à la délégation et l'exploitation du port de Longoni. Dans quelles conditions Madame Nel va faire de la concurrence? Dans quelles conditions elle ouvre à la concurrence quand elle-même va faire la manutention en plus de l'exploitation et de la gestion du port? Aujourd'hui comme hier, le blocage aura également eu comme conséquence de paralyser la circulation. Mais pour certains habitants, pas de rancœur, le combat en vaut la peine. Pour les salariés de la Smart, il faut maintenant que le conseil départemental se saisisse du dossier et revoie les règles concernant la manutention de la délégation de services publics remportée par Idanel. Et il faut faire vite, les 2 nouvelles grues commandées par MCG devraient être livrées début juin. Et une sortie de crise semble bien s'amorcer ce soir par communiqué. Le président du conseil départemental qui est investi du pouvoir d'autorité portuaire a indiqué garantir l'activité manutentionnaire à la Smart avec une clause de revoyure prévue dans 2 ans. Les agents de la Smart pourront opérer les nouvelles grues commandées par Mayotte Channel Gateway. Les représentants des 2 entreprises doivent se rencontrer dans les prochains jours pour discuter des modalités d'exécution de cette décision. Autre grève lancée aujourd'hui, celle des salariés d'Orange. Ils étaient réunis à Kaweni ce matin. Depuis plusieurs mois, ils réclament une prime vie chère à leur direction. Une requête restée sans réponse. Avec la mobilisation de la Smart et de l'intersyndicale, ils ont donc profité du mouvement social généralisé pour faire connaître leurs revendications. Reportage Nourdine Ibrahim et Camille Leca. Alors que ça bloque à Longoni et que ça manifeste place de la République, une nouvelle grève commence à Kaweni. Une vingtaine de salariés d'Orange Mayotte se sont réunis autour du siège de l'opérateur. Depuis 6 mois, ils réclament l'instauration d'une prime spéciale à leur direction, une prime visant à compenser le coût de la vie élevé sur le département. Mais les négociations sont toujours au point mort. Orange ya Maore. Harma mezisita iredona ushikidziwa ata upara leo hatujuru ile wamba kavas négociation tukointi zafanyishia. Direction yatu ya Orange ija iri imposea amba ini de numbaonio maikiri de ni mahara de iyo. Wasirongo amba mezisita na hana ushuka ile tana preparatini kavas tukointi.
Pourtant, cette prime de vie chère est accordée à leurs collègues de la Réunion, alors que le coût de la vie y est moins élevé, d'où l'agacement des agents mahorais. Pour cette salariée qui travaille à France Télécom depuis plus de 15 ans, il faut que la direction réagisse, sinon ils ne lâcheront rien. Pour en savoir plus sur le montant de cette prime et les raisons du blocage des négociations, nous avons tenté de joindre la direction d'Orange Mayotte, sans succès. Quoi qu'il en soit, cette grève n'a pas eu de conséquences sur l'activité des boutiques de l'île. Alors on le voit, Rivo, les privés se sont joints à ce mouvement généralisé de grève. J'allais dire, il était temps. Nous avons quand même deux situations. Il y a à Longoni où des agents, des personnels, des salariés ont peur de perdre leur emploi. Et nous avons par exemple sur le dernier reportage des salariés qui demandent l'égalité de traitement. Mais c'est très bien pour Mayotte et je pense qu'il faudrait que les autres ils commencent à penser à l'égalité de traitement et aussi à l'emploi. Mais il me semble que les confédérations commencent à s'activer sur ces genres de dossiers. Un effet boule de neige qui, vous espérez, donnera des choses Non, je ne parle pas de boule de neige. Je souhaite, j'encourage en tout cas à ce que les gens y pensent à leur situation et qu'ils n'attendent pas que ça tombe du ciel. Merci beaucoup Rivo et merci à vous également Patrice Dubreuil. On continue avec cette conférence qui a lieu ce matin, une conférence de presse qui se tenait au tribunal administratif de Mayotte pour faire la présentation de celui qui tiendra désormais les rênes de la juridiction. Il s'agit de Bernard Chemin, nommé le 7 avril dernier. Il est arrivé à Mayotte ce mardi. Le nouveau président a surtout profité de cette rencontre avec la presse pour dévoiler les orientations qui vont être mises en œuvre. Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymana. Ancien président de chambre à la Cour administrative de Bordeaux, Bernard Chemin a pris ses fonctions de président des tribunaux administratifs de Saint-Denis et de Mayotte le 7 avril dernier. Et en arrivant dans le 101e département, il a fallu que peu de temps au nouveau président pour se rendre compte de l'ampleur de la tâche qui sera la sienne. Je pense que la demande de justice est très forte. Elle a d'ailleurs augmenté ici au tribunal de Mayotte l'année dernière puisque nous avons enregistré 20% d'affaires supplémentaires. Et donc la réponse du tribunal doit être adaptée le plus possible au service des Mahorais et des pouvoirs publics ici qui œuvrent dans le cadre de la nouvelle, qui est un véritable défi, la départementalisation, et qui donc par conséquent exige qu'effectivement on soit présent de plus en plus pour suivre les affaires qui concernent la société mahoraise. En place depuis 5 ans, le nombre de requêtes recueillies par le tribunal administratif de Mayotte est passé de 460 en 2009 à plus de 800 en 2014. Une juridiction de plus en plus sollicitée qui se doit de répondre aux attentes et exigences des Mahorais, de plus en plus familiers au droit commun. Les dossiers sont de plus en plus complexes et ils le seront très certainement à l'avenir du fait de la départementalisation puisque Mayotte s'ouvre. Mayotte va voir la mise en place de procédures qui sont des procédures de droit commun dans un contexte qui n'était pas celui-là et donc par conséquent peut générer des conflits, des tensions que le tribunal qui est dans la cité doit pouvoir arbitrer. Une départementalisation qui constitue aujourd'hui un réel défi et pour la réussir, cela demande quelques adaptations et des moyens supplémentaires. Ainsi, pour permettre un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers, une dématérialisation des procédures est prévue très prochainement grâce au télérecours, sans oublier la mise à disposition de 2 magistrats supplémentaires résidant à La Réunion. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 23 avril et c'est présenté par Camille Leca. Conséquence directe du blocage du port de Longoni par les salariés de la Smart, les ruptures de stock commencent. Faute de livraison, les stations Total de Chirongui et de Magicavo sont actuellement en rupture de gasoil.
Du côté de Somagaz, on indique également que si l'accès au port reste bloqué encore quelques jours, il pourrait y avoir pénurie de gaz. Avec ces nouvelles, les embouteillages aux abords des stations-service devraient donc s'intensifier dans les heures à venir. Malheureusement, d'autres conséquences du blocage devraient se faire sentir dans la semaine. Le recyclage des médicaments est désormais instauré à Mayotte. Le dispositif Cyclamed, déjà mis en place en métropole, a démarré cette semaine. Le principe est simple, il suffit de ramener ces médicaments non utilisés dans les pharmacies. Depuis lundi dernier, les 18 officines du département sont équipées de cartons prévus à cet effet. Flacons de sirop, patchs, inhalateurs ou encore comprimés peuvent y être déposés. Et même si les médicaments sont périmés, ils seront ensuite renvoyés en métropole pour être incinérés. Objectif visé par la société Cofarmaï qui gère le dispositif, récolter 3 à 5 tonnes de médicaments chaque année. L'association Mtsamboro Yameso tire la sonnette d'alarme sur les déchets qui s'entassent dans la commune du nord de l'île. Plages, rivières, caniveaux et certains espaces publics, les détritus sont partout. L'association de lutte pour la protection de l'environnement indique que malgré les travaux d'entretien de voirie effectués par la mairie, le phénomène perdure depuis des mois. Pour sensibiliser la population sur les questions sanitaires et les nouvelles méthodes de tri sélectif, elle organise donc une grande opération de nettoyage le 2 mai prochain. Rendez-vous est fixé sur le plateau de Mtsamboro. La première édition de la conférence débat des professions médicales et paramédicales 2015 a eu lieu ce matin au lycée Younoussa Bamana de Mamoudzou. Une rencontre plutôt riche qui a permis aux lycéens de l'établissement de rencontrer Frédéric Dacheré, l'un des constructeurs du CHM. Plusieurs praticiens de l'hôpital étaient également présents. L'occasion pour les élèves qui rêvent d'embrasser une carrière médicale de poser toutes leurs questions. Reportage Akila Youssouf et Fred Souleymana. La santé, c'est la vie. C'est avec ce message que la CEFAP Océan Indien, le Centre d'imagerie médicale et le Conseil départemental ont organisé en collaboration cette première conférence débat, un événement destiné aux élèves de Terminal S du lycée Younoussa Bamana. De toute façon, à Mayotte, il y a quand même un potentiel énorme d'installation, de possibilités pour les jeunes. Je pense qu'il faut qu'ils soient ambitieux. Il faut bien sûr du travail, mais ça, je pense qu'ils sont capables de le fournir. Et c'est à nous à les aider aussi pour qu'ils le fournissent. Mais je pense qu'ils sont totalement capables et il ne faut pas qu'ils se sous-estiment sur leur capacité à réussir. Pour faire découvrir le monde de la santé au public, une grande partie des métiers étaient représentés. Sages-femmes, chirurgiens dentistes, médecins, pharmaciens sont venus répondre aux questions des 130 lycéens présents. Je voulais savoir un salaire d'un débutant en sage-femme. Objectif de la matinée, donner des éléments d'information, mais aussi présenter des modèles de réussite aux jeunes Mahorais. Et les métiers de la santé sont attractifs. Ce matin, des vocations pourraient bien être chez certains lycéens. Ce débat était intéressant au point de vue que ça m'aide à m'orienter vers mon avenir. Parce qu'avant, ça a été flou dans ma tête, mais maintenant c'est clair, je sais vraiment ce que je veux maintenant. En invité d'honneur de la conférence, Frédéric Dachery, originaire de Dzaoudi, est un des fondateurs du centre hospitalier de Mayotte. J'ai participé avec mes collègues du conseil général et principalement, comme je disais tout à l'heure, mon vieil ami Bamana. Je souhaite qu'aujourd'hui notre réunion incite les jeunes Mahoraises et Mahorais à s'orienter vers le métier de médecin, de sage-femme, etc. Parce que, d'abord, il ne faut pas oublier, il ne faut pas se masquer la face, que chez nous, contrairement en métropole, il y a quand même la barrière de la langue. La participation n'était pas obligatoire, mais un grand nombre de lycéens ont répondu présent. Preuve que les questions de santé intéressent les jeunes. Et c'est une bonne chose, car demain, ils pourraient devenir les futurs médecins dont Mayotte a cruellement besoin.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie de la charmante Ornella Périne pour la météo. À 19h35, retrouvez l'invité du temps de parole, Jacques Passe. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour une nouvelle édition. Excellente soirée à vous sur KTV.